Je comptais faire une vidéo plus longue, mais on était sur une vingtaine de pages en voix off et je préfère consacrer du temps à mon prochain projet. J'ai donc transformé le texte en dossier, le lien est dans la description, et en voici les principales parties. Une introduction, le fond et la forme des fictions de Lovecraft pour celles que j'ai lues, ses thématiques récurrentes et les techniques d'écriture utilisées. Une partie consacrée aux adaptations en manga de Gutanabe, l'héritage de Lovecraft chez Junji Ito, sur lequel j'avais fait une vidéo où j'évoquais déjà Lovecraft. Ici, je développe en quoi il a influencé le maître de l'horreur japonais. Une conclusion, et une partie dédiée à une inspiration majeure de Lovecraft et de beaucoup d'autres artistes, Edgar Allan Poe, et en particulier son roman Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Un objet expérimental dont la lecture est plutôt déroutante, mais qui offre de vrais moments mémorables. C'est très particulier comme livre. J'ai quand même décidé de garder la partie sur les mangas de Gutanabe pour cette vidéo, grâce auquel j'ai découvert les travaux de Lovecraft. Pour la présentation de l'auteur, une biographie rapide, je vous laisse aller voir dans le dossier. Déjà, c'est un détail mais j'ai mis un moment à comprendre que les couvertures en simili-cuir de la collection étaient sûrement une allusion au Necronomicon, objet crucial dans la mythologie fictive de Lovecraft et dont la couverture est en cuir. J'ai tenté ces mangas un peu par hasard, après avoir quand même lu beaucoup de retours très positifs dessus, en commençant par les Montagnes hallucinées. Pas forcément le meilleur choix pour découvrir l'œuvre globale, si on ignore tout de l'univers de Lovecraft, mais ça n'était pas mon cas donc j'ai pu pleinement en apprécier la lecture. Déjà, pour avoir lu le roman ensuite, l'adaptation est très fidèle tout en se permettant une liberté artistique dans les visuels, notamment en ce qui concerne les créatures. Et l'artiste est vraiment doué. Au-delà du bestiaire, son style graphique se place entre le manga et la BD européenne, ce qui sied parfaitement aux histoires de Lovecraft, dont les protagonistes sont occidentaux. Gutanabe a un vrai talent pour les yeux aussi, et s'est donné un aspect inhumain à certains personnages liés aux créatures, qui n'en sont pas pour autant. Inhumain dans le sens inquiétante étrangeté. On voit un humain mais on sent qu'il ne l'est pas, sans savoir ce qu'il peut être d'autre. J'ai aussi noté un élément purement graphique dans la couleur tombée du ciel, dans lequel le mangaka a réussi à créer une texture unique, lumineuse, liquide et brillante dans le rendu, pour cette dite couleur et créature qui se détache vraiment du reste, visuellement. Une chose possible uniquement avec le médium du dessin, grâce à un travail de texture. Un peu comme Ito, qui travaille particulièrement celle de ses fumées pour des décors ou certains de ses monstres. Trouver une texture atypique peut suffire à créer de l'étrangeté ou de l'horreur dans un manga, avec un autre outil à dessin par exemple, qui offrira un rendu différent du reste. C'est ce qu'Ito fait avec ses textures nuageuses, je pense. Pour finir cette section, voici la liste des tomes parus, dans l'ordre de lecture que je conseillerais à quelqu'un ne connaissant pas du tout l'univers de Lovecraft, en partant du plus simple et superficiel au plus riche d'un point de vue narratif, développement. Le Molosse. Un tome, 3 histoires courtes qui posent les bases du style du mangaka mais aussi des histoires de Lovecraft, avec un duo de personnages trouvant un objet maudit lié à une créature surnaturelle, mais pas extraterrestre. Une cité enfouie d'une ancienne civilisation étrange en Égypte. Le fantastique et toute l'imagerie entourant l'Égypte antique et leurs divinités ont trouvé un lien à l'époque, au XIXe, dans plusieurs fictions comme la très bonne nouvelle Le Pied de Momie de Théophile Gautier, ou plus tard le roman Les Voix d'Anubis que je n'ai pas encore lu, mais qui hérite de ce lien entre les deux éléments. Une autre histoire qui se déroule au fond de l'océan, et aucune de ces 3 histoires ne présente le bestiaire de Lovecraft. C'est une bonne entrée en matière. Les Chats d'Ultar. C'est le dernier tome sorti, contenant 3 histoires. On n'est pas encore dans l'essence des travaux de l'auteur, mais on a l'histoire éponyme qui fait penser à un brouillon de l'Abomination de Dunwich, pour le cadre, une autre histoire évoquant des dieux non humains, et une autre qui est excellente, indépendamment de son auteur, c'est l'Éphaïs. C'est une réflexion sur la place de l'imaginaire dans la vie d'un auteur. Celui qui hantait les ténèbres. Un tome, 2 histoires, dont une pierre cruciale de l'édifice littéraire de Lovecraft, Dagon. L'exemple typique d'un récit Lovecraftien avec un personnage suivant une quête, qui va se retrouver par hasard dans une grotte sous-marine, où il va trouver des restes de ruines d'une civilisation perdue et rencontrer une forme de vie extraterrestre, pour en ressortir profondément choqué et changé à jamais, sans développer davantage ou savoir si c'est vrai. Un héritage du fantastique. Ça coupe de manière abrupte. L'autre histoire concerne un peintre parti dans la ville de Providence pour trouver l'inspiration. Mais il va y trouver autre chose. On trouve ce cadre de personnage érudit qui va chercher dans des vieux bouquins, enquêter et trouver une créature. La couleur tombée du ciel. Un tome, une histoire. Ici,
On a un incident localisé dans une zone isolée assez petite. On entre aussi un peu plus dans la mythologie Lovecraftienne, avec au centre de l'histoire une créature issue d'une météorite s'étant écrasée sur Terre et qui transforme petit à petit une ferme et son entourage. L'abomination de Dunwich. Une histoire, 3 tomes. Ici, par contre, on y est. On y trouve tous les éléments caractéristiques d'une histoire de Lovecraft, à savoir l'enquête, le personnage principal à l'héritage familial maudit, la campagne américaine, le culte, les créatures extraterrestres, le Necronomicon, etc. On a une créature massive et un incident à l'échelle d'une ville. C'est un peu la couleur tombée du ciel mais en plus développé. Le cauchemar d'Innsmouth. Un des classiques de l'auteur, ici en 2 tomes, avec cette fois-ci une ville côtière entière, peuplée d'étranges humains hybrides, avec un culte voué à des créatures Lovecraftiennes. Le schéma classique du personnage embarqué par hasard dans une enquête, et qui va ressortir transformé de l'expérience, au premier sens du terme. Et on a une évocation de Cthulhu dans le final, la créature représentative de l'œuvre de Lovecraft. L'appel de Cthulhu. Un tome, une histoire également. C'est une histoire courte, une enquête qui se transforme en expédition qui tourne mal, dans une cité cyclopéenne antique, insulaire et souterraine, où les personnages réveillent Cthulhu, un ancien dieu extraterrestre. Les montagnes hallucinées. L'œuvre majeure de l'écrivain, ici en 2 tomes, avec une expédition découvrant par hasard au pôle sud une antique cité et les détails de son histoire, sa civilisation et les espèces qui y ont habité. Histoire qui plus tard inspirera Alien, Alien vs Predator ou encore Prometheus. Cthulhu et les créatures isolées s'apparentent désormais à un tout. Dans l'abîme du temps. En 1 tome, c'est l'histoire la plus développée en termes de lore et de concept, je trouve, sûrement celle que je préfère aussi, avec plein d'éléments récurrents des fictions de Lovecraft. Mais ici, l'auteur dépasse le schéma classique de ces histoires. Là, on a une nouvelle espèce, qui n'est pas néfaste pour l'homme, on explore son histoire et son combat contre une autre espèce qui, elle, est une menace pour tout ce qui est vivant. Bien sûr, je vous invite aussi à lire directement les romans et les nouvelles de l'auteur, qui restent quand même beaucoup moins chers que ces mangas, qui valent leur prix, mais qui ont un prix. Et sinon, dans mon dossier, vous pourrez trouver une introduction générale à Lovecraft et ses créations. Encore une fois, le lien est dans la description.